Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Merci d'être revenu parmi nous. C'est un plaisir. Nous constatons souvent que les guerres peuvent avoir un impact profond sur la société, en particulier les guerres prolongées. On dit souvent que les nations naissent dans la guerre, l'Allemagne en 1871 par exemple. Je soutiendrai que l'identité nationale ukrainienne s'est également considérablement renforcée au cours des 4 dernières années, malgré la faction très clivante de Bandera, qui a moins de capacité à unir. En Russie, on observe une sorte de renouveau de la fierté nationale. Je reste souvent un peu prudent quant à la résurgence de la fierté nationale à travers la guerre. Mais c'est la réalité. Les guerres ont aussi des effets négatifs, comme l'alimentation d'industries de guerre dangereuses. Quelqu'un tirera toujours profit de la guerre, comme Eisenhower l'avait averti dans son discours d'adieu. Et nous voyons aussi que les guerres créent une demande pour une cohésion sociale beaucoup plus forte. Les sociétés deviennent souvent plus autoritaires en temps de guerre. Évidemment, l'Ukraine a été fortement resserrée, mais nous le voyons aussi dans une moindre mesure ici en Europe, avec ce bellicisme incessant et cet autoritarisme croissant, qui ne sont guère un secret. Mais c'est également vrai en Russie. La guerre pèse sur la société. Certaines libertés individuelles disparaissent. Je voulais vous demander, puisque vous revenez tout juste d'un nouveau voyage en Russie, vous y travaillez, vous y voyagez souvent, quelle est votre impression du changement dans la société? Quel type de changement pensez-vous que nous pourrions observer? Eh bien, les changements ne sont pas spectaculaires, mais ils sont progressifs. Et comme vous le dites, en temps de guerre, les vies se resserrent. En Russie, la censure s'est accrue dans le sens où ceux qui s'expriment ou écrivent ouvertement contre la guerre, non pas sur la manière dont elle est menée, mais contre la guerre en principe, risquent la mort. J'ai rencontré le directeur de l'Union des journalistes de Saint-Pétersbourg, qui m'a dit qu'il n'y a pas si longtemps, ils avaient reçu pour instruction de la part de l'organisation successeur du KGB, le FSB, d'expulser tout journaliste appartenant à cette catégorie. Et ils l'ont fait. Ils ont expulsé une personne qui a eu la malchance de se trouver dans ce cas. Et ils s'en sont sentis très mal, car ils savaient qu'ils allaient dans la mauvaise direction. Cependant, pour le public russe, la question de savoir à quel point la presse russe est libre a toujours été plus complexe qu'il n'y paraît. Je me souviens avoir été réprimandé par un parlementaire allemand, c'était il y a environ 10 ans, qui à l'époque présidait la commission des affaires étrangères du Parlement européen. Il m'a reproché d'avoir dit que la Russie bénéficiait d'une grande liberté de la presse et m'a demandé « Combien Poutine vous a-t-il payé pour dire cela ?» Mais ce genre d'ignorance, malheureusement, persiste encore aujourd'hui. Le fait est qu'en Russie, bien que la télévision soit contrôlée par l'État, on ne peut pas le nier, eh bien la BBC l'est aussi, à sa manière. Ils le disent eux-mêmes. Ils reprennent la ligne qui vient directement du bureau de la Première ministre, il n'y a aucun doute là-dessus. Quiconque pense que vos informations sont différentes de ce que Ursula von der Leyen voulait qu'on dise aujourd'hui n'est tout simplement pas sérieux. Bien sûr, c'est la chaîne privée d'Ursula von der Leyen. Alors, revenons aux Russes. Oui, les médias y sont étroitement contrôlés, mais chaque jour, dans les grandes émissions, on trouve de longs résumés de la presse mondiale, presse écrite et médias électroniques. Je veux dire, pas des extraits de quelques secondes, mais de longs passages, des vidéos de Deutsche Welle, de la BBC, de NBC ou de CBS. Ils y sont tous.
Et elles sont présentées parce que le gouvernement estime que son public est suffisamment instruit pour tirer ses propres conclusions et n'a pas besoin d'être dirigé. Ainsi, pour juger les médias russes aujourd'hui, sous la pression de la guerre, je ne vois pas de grands changements. Il y a des voix qui affirment que la guerre est mal menée, sans pointer du doigt qui que ce soit en particulier, encore moins le président. Mais elles disent qu'elle devrait se terminer à des conditions qui assurent la victoire de la Russie et garantissent que l'Ukraine ne se retourne plus contre la Russie, simplement en décapitant les dirigeants du centre de Kiev aujourd'hui. C'est possible. C'est faisable. En tout cas, en observant la société, j'ai constaté des mots au cours des 17 derniers jours. Ce ne sont pas de nouveaux mots, ce sont d'anciens, mais ils avaient été contenus grâce au travail très minutieux de M. Poutine et de son équipe au cours des 25 dernières années. Et la bureaucratie débridée, j'entends par là l'excès de décrets et de directives ministérielles, est le signe que M. Poutine et ses proches collaborateurs ne gardent plus l'œil sur la balle. Ils avaient réussi à réduire cela, à améliorer les relations entre les citoyens et l'administration qui les gouverne. Ils étaient en train de numériser cette relation afin d'en éliminer l'élément personnel et de réduire l'arbitraire. Tout cela est en train de se déliter. Le volume de réglementation pour des choses simples comme l'enregistrement d'un étranger en est un exemple. Et étranger ne veut pas dire toi et moi. Cela signifie aussi, en bien plus grand nombre, des personnes venant du Kazakhstan, des personnes venant du Tadjikistan, quiconque vient soit comme travailleur invité, soit parce qu'il a de la famille dans la Fédération de Russie. Ils sont maintenant soumis à un déluge de formalités administratives, longues, peu agréables ou plaisantes, et souvent totalement inutiles. En tant qu'étranger, je suis obligé de m'enregistrer. Tout comme toi, tu n'as pas à le faire si tu es à l'hôtel, car ils s'en chargent pour toi sans effort. Mais si tu vis dans un logement privé, comme moi, tu dois aller t'enregistrer avec la personne qui est ton garant, en l'occurrence, ma femme. Et cela devient chaque fois plus difficile, plus pénible, et franchement, plus stupide. Les personnes qui s'occupent de cela, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais je veux simplement souligner l'absurdité de certains décrets qui compliquent la vie et se multiplient sans contrôle parce que l'attention du gouvernement est ailleurs. Les personnes qui vous prennent en charge, principalement des femmes derrière les guichets de l'administration, sont très aimables. Ce ne sont pas les anciens fonctionnaires soviétiques, sous-payés, mal équipés, misérables, et qui se vengeaient sur quiconque s'asseyait devant eux. Non, non, non. Les personnes qui vous traitent aujourd'hui sont bien intentionnées, bien disposées envers le public, vraisemblablement bien rémunérées, et leur matériel est à jour, le dernier cri dans tous les domaines pour vous traiter. Mais elles appliquent des exigences qui n'ont aucun sens et qui leur prennent, disons, 20 ou 40 minutes par personne. Et il faut avoir un diplôme d'ingénieur ou de droit, comme ces dames, pour faire ce travail simple et totalement inutile. Et elles savent que c'est inutile, et vous le savez aussi. Et cela, comme je le dis, c'est déréglé, cela se multiplie. À présent, ce côté de la vie, le petit vol des fonctionnaires subalternes, est revenu. L'une des premières choses que Vladimir Poutine a faites a été de freiner la petite corruption omniprésente, car il fallait traiter avec les fonctionnaires pour faire sa déclaration d'impôt. Mon Dieu, quelle occasion pour eux de vous soutirer de l'argent avec des pots de vin et autres. Cela a été éliminé grâce à l'impôt forfaitaire de 15% et à une politique de non-ingérence. Aujourd'hui, ce genre d'invitation à la corruption est revenu. Invitation to corruption has come back. In the 1990s, if you had a car,
Dans les années 1990, si vous aviez une voiture, vous étiez sans cesse arrêté par la police de la route pour des infractions réelles ou plus souvent imaginaires. Ils vous extorquaient autant d'argent liquide qu'ils pouvaient pour vous en sortir. Cet argent n'allait nulle part ailleurs que dans leur poche. C'est revenu. C'est revenu. Et cela me dit que le gouvernement a perdu le contrôle de cet aspect de la vie, ce qui rend la vie moins agréable pour les citoyens. Rien de tragique, mais moins agréable. Quant au bien-être économique, bien sûr, les personnes qui ont des économies substantielles à la banque reçoivent maintenant, eh bien le taux est passé de 18% à 14% d'intérêt capitalisé, et nous savons que l'inflation est de 10%. Ils sont donc protégés contre l'inflation, plus que protégés. Ils sont récompensés pour ne pas dépenser leur argent et ne pas accroître ainsi l'inflation. Si vous êtes un Russe ordinaire qui n'a pas de grosses économies, vous bénéficiez de l'augmentation massive des prestations sociales pour les familles nombreuses, les jeunes familles, ainsi que de taux hypothécaires spéciaux réduits et subventionnés. Vous ne payez donc pas 16% sur votre prêt immobilier. Vous payez 3% ou 4% si vous appartenez à certaines catégories. La douleur de la guerre n'est pas ressentie par un grand nombre de personnes. De plus, un fait important, comme je l'ai mentionné dans des discussions précédentes, les pertes russes, morts et blessés, sont environ 2 fois supérieures au niveau des pertes américaines pendant la guerre du Vietnam, en proportion de la population. Les États-Unis, 300 millions. La Russie, 150 millions. Les États-Unis ont subi 65 000 morts et blessés, et les Russes ont maintenant subi, disons, 150 000 morts, encore une fois avec une population 2 fois plus petite. Et peut-être 4 ou 5 fois ce nombre de personnes sont mutilées à vie, ont perdu des membres, et ainsi de suite. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de manifestation contre tout cela? Eh bien, parce que les Russes ont parfaitement retenu la leçon de M. Nixon et des résultats de la guerre du Vietnam. La guerre est menée par des professionnels et des volontaires. Elle n'est pas menée par des conscrits. La Russie procède chaque année à un appel pour compléter les rangs de son armée de base. Ces convocations se sont multipliées à mesure que l'armée s'agrandit pour se préparer à d'éventuels conflits avec l'OTAN. Mais aucun des conscrits n'est envoyé en dehors de la Fédération de Russie. Les seuls conscrits qui ont jamais affronté des soldats ukrainiens l'ont fait lors de l'incursion à Koursk. Les conscrits russes stationnés là-bas se sont retrouvés en guerre, ce qui était en réalité involontaire et a constitué une véritable surprise pour Moscou. Que ses propres conscrits se retrouvent effectivement à combattre. Ainsi, les raisons d'une résistance active à la guerre n'existent tout simplement pas. Eh bien, je rencontre aussi beaucoup de gens en Russie, à la fois des Russes et des responsables étrangers qui s'y trouvent, qui sont perplexes face à la décision d'opter pour cette guerre d'usure lente et épuisante. Car si l'on regarde leurs homologues américains, ils cherchent toujours à provoquer un changement de régime rapide comme approche. En effet, c'est ainsi qu'ils ont réussi à rallier l'Ukraine à leur camp. Et c'est ce qu'ils semblent envisager, du moins en partie, pour le Venezuela. Beaucoup se demandent donc pourquoi il n'y a aucun effort pour tenter une forme quelconque de changement de régime. Car il y a des gens, je n'aime pas trop prendre Arestovitch comme exemple, mais encore une fois, l'ancien conseiller de Zelensky, Arestovitch, a été interviewé et on lui a demandé « Si vous deveniez président, que feriez-vous » Et il a dit « Eh bien, la première chose que je ferais serait d'aller à Moscou et de leur promettre que l'Ukraine ne se laissera plus jamais utiliser comme une menace contre la Russie. À partir de là, nous devons réapprendre à vivre côte à côte. Et donc, vous savez, il y a des gens qui
Encore une fois, il a tenu des propos très belliqueux à l'égard de la Russie au fil du temps. Nous nous souvenons tous de ses déclarations de 2019 lorsqu'il se réjouissait en fait d'une guerre avec la Russie, car cela, selon lui, amènerait directement l'OTAN dans le combat et leur permettrait de vaincre les Russes. Mais encore une fois, ce n'est pas comme s'il faisait partie du camp pro-russe. Il y a des pragmatiques, et c'est ce que je veux dire. Les gens qui comprennent que, eh bien, notre meilleur avenir n'est pas de poursuivre cette guerre en perdant encore plus de territoire, d'hommes et d'infrastructures. Je suis donc perplexe qu'il n'ait même pas eu de tentative de changer le gouvernement. Parce que vous le voyez aussi maintenant. Je veux dire, cela semble très brutal de suggérer une frappe de décapitation. Mais ce qui se passe actuellement est également très brutal. Cette destruction massive des infrastructures de l'Ukraine, qui obligera plus ou moins les gens à partir. Cela détruira la nation ukrainienne. Et bien sûr, toutes les pertes russes s'y ajoutent également. Il me semble simplement qu'il serait beaucoup plus logique de remplacer Zelensky. Encore une fois, il pourrait échouer. L'Amérique a échoué dans bon nombre de ces changements de régime, mais elle en a aussi réussi plusieurs. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas du tout emprunté cette voie. Je voulais toutefois poser une question à propos du complexe militaro-industriel. D'un côté, l'armée russe s'est développée à un rythme très impressionnant. C'est un trait courant de l'histoire russe. Ils commencent lentement dans les guerres, puis s'adaptent aux nouvelles réalités et finissent par gagner. Mais avec tout ce développement militaire, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à en tirer profit. Considérez-vous cela comme un sujet de préoccupation en Russie? Eh bien, j'ai entendu dire cela. En fait, c'était à l'Union des journalistes que j'ai entendu la maxime américaine « Suivez l'argent », utilisée pour expliquer pourquoi en Russie, il existe un soutien à la poursuite de la guerre. J'ai entendu cela d'un concepteur de missiles balistiques de longue date, un ingénieur aujourd'hui à la retraite depuis plusieurs années, d'un âge très avancé. Il a dit qu'il voyait ce qui se passe comme un exercice de tir dont l'état-major russe est très satisfait, car il teste toutes sortes de nouvelles armes. Ainsi, au sein des plus hauts niveaux du gouvernement et du complexe militaro-industriel, il y a clairement des personnes qui sont réticentes à voir cette guerre se terminer trop tôt et qui en tirent à la fois du plaisir et des profits. Mais je pense que ce n'est pas vraiment ce qui est décisif dans la situation actuelle. La question décisive, c'est la personnalité du commandant suprême et son approche prudente face aux risques. Beaucoup de gens, certainement de nombreux téléspectateurs de cette émission et d'autres programmes d'entretien réputés, aiment croire que M. Poutine est le seul adulte dans la pièce, qu'il est un partisan de la paix et non de la guerre. Ils trouvent cela rassurant. Au moins quelqu'un dans le monde n'a pas perdu la raison. Cependant, il y a un problème avec tout cela. À partir de quel moment le gradualisme et la prudence, qui caractérisent assurément le comportement de M. Poutine pour éviter à tout prix de glisser vers une guerre nucléaire, deviennent-ils un handicap? C'est une bonne approche en théorie, mais en pratique, cela commence à ressembler beaucoup à de l'apaisement. Et cet apaisement est la chose la plus dangereuse si votre intention est d'éviter une escalade vers une guerre. Donc il y a des problèmes. Je ne vois aucune malveillance. Je ne vois aucune intention de détruire la jeunesse de l'Ukraine, ce qui, soit dit en passant, est une vision absurde de la situation. Il suffit de regarder la télévision russe et ce qu'ils ont montré il y a 2 jours. Ils interviewaient des prisonniers de guerre récemment capturés lors de l'encerclement autour de Pokrovsk. Et regardez leurs visages. Il y en a quelques-uns dans la vingtaine, mais il y en a plus d'un qui ont clairement la 50aine ou la 60aine. L'armée ukrainienne compte beaucoup de vétérans âgés.
Je ne dis pas qu'ils ont été arrachés à la rue, même si certains l'ont été, mais beaucoup sont là pour les raisons mêmes que vous avez mentionnées. Ils sont patriotes, ils défendent leurs terres, et ils se sentent obligés de sortir se battre pour protéger ce qui leur appartient. Il y a donc beaucoup de personnes âgées. Ce ne sont pas seulement les jeunes Ukrainiens qui sont massacrés, c'est la population masculine ukrainienne qui est décimée. Et malheureusement, beaucoup de Russes souffrent aussi. Mes connaissances qui m'ont parlé lors de dîners à huis clos, de leur souhait que cette guerre se termine au plus vite, je pense que leur principale motivation était la conscience que la Russie ne subit pas seulement des pertes humaines, mais que, comparée à celle de l'Ukraine, elle reste bien sûr moindre. Mais si vous savez que ces personnes meurent, ou si vous ressentez de l'empathie pour les endeuillés, alors 150 000 morts, c'est un grand nombre. Et disons que 4 ou 5 fois ce chiffre représente des personnes mutilées à vie. La télévision russe montre déjà des produits d'entreprise qui fabriquent des prothèses pour les bras et les jambes manquants. On en est arrivé là. C'est à la télévision. Ils essayent de les vendre aux proches de ceux qui ont souffert. Les gens savent qu'un grand nombre de Russes sont mutilés à vie. Et donc l'idée de savoir pourquoi ça continue encore, alors que Poutine pourrait y mettre fin par une décapitation à Kiev, frappe beaucoup de gens. Je suppose que, il semble qu'au cours des dernières semaines, la rhétorique en provenance du Kremlin, y compris de Poutine, se soit quelque peu durcie. Et il y a eu davantage de postures, surtout avec l'annonce de ces nouveaux missiles. Oui. Et encore une fois, cela semble pertinent, car une fois ce type de discours prononcé, il devient très difficile pour Poutine de commencer à reculer s'il devait y avoir, par exemple, une autre attaque, comme celle que nous avons vue en juin contre la dissuasion nucléaire. Il semble donc que les faucons gagnent du terrain, ou du moins que Poutine s'oriente dans cette direction. D'ailleurs, ce serait une autre conséquence pour les sociétés qui traversent une guerre prolongée. On assiste à la montée des faucons, car une fois le conflit engagé, ils sont perçus comme ayant eu raison. Et encore une fois, en Russie, par exemple, je sais que vous êtes allé à Saint-Pétersbourg, qui a toujours été le côté le plus européen de la Russie, mais il y a toujours eu cette idée, partagée par une grande partie de la société, que nous pouvons avoir une intégration progressive avec l'Europe. Plus ou moins de Pierre le Grand à Gorbatchev, ces idées communes reviennent sans cesse. Mais pour les faucons qui ont averti que les Européens nous détestent, qu'ils veulent notre destruction, qu'ils utiliseront chaque Ukrainien qu'ils pourront trouver pour que cela continue, on les considère désormais comme ayant eu raison. Et il n'y a plus aucune force politique derrière les libéraux pro-européens. Voyez-vous cela comme quelque chose qui affecte aussi la société? Je veux dire, les libéraux n'ont jamais été forts en Russie, mais il y a une longue histoire remontant à 1825 qui explique pourquoi les libéraux ne s'en sortent pas bien en Russie. Comment voyez-vous la montée des faucons influencer la société russe? Parce que même des gens que je connais, qui étaient auparavant plus modérés, sont maintenant devenus très très bellicistes. Les faucons sont divisés. Il y a les faucons loyalistes et les faucons militaires. C'est une distinction que je tire d'un article publié il y a quelques jours par Piotr Sauer, évidemment le fils de Dirk Sauer, le fondateur et propriétaire du Moscow Times, décédé il y a environ 6 mois dans un accident. Ce que Sauer expliquait dans cet article, c'est que les faucons militaires, ceux qui ont levé des fonds de manière très visible pour soutenir les soldats russes, l'ont fait en partant du principe que l'armée régulière n'envoyait pas nos garçons au front correctement équipés pour cette guerre.
Ils devaient recevoir des vêtements supplémentaires et une meilleure protection que l'équipement standard fourni par l'armée russe. Cette opinion a, pendant longtemps, été assez largement soutenue officiellement. Je pense qu'à l'émission The Great Game, où Nikonov est l'animateur, ils invitaient régulièrement une femme responsable de l'une de ces organisations de bénévoles qui montrait des photos de soldats quelque part au front recevant ces cadeaux de patriotes à l'intérieur de la Russie et disant « Merci beaucoup ». Et bien sûr, nous le ferons quand tout cela passait à la télévision chaque jour, plus maintenant. Finalement, quelqu'un là-haut a compris que c'est cela qui avait provoqué la chute de la dynastie Romanov. C'étaient ces militants publics qui, sous couvert d'aider l'armée, accusaient le gouvernement de la mauvaise tournure de la guerre et ils l'ont renversé avec un peu d'aide diplomatique des Britanniques. Donc certaines personnes ont un sens de l'histoire et elles ferment et attaquent Romanov. La partie que tu viens de décrire, la droite et la droite loyaliste, ne soutenait pas non plus complètement ce que fait Poutine, même si elle ne dirait jamais un mot sur ceux qui donnent les ordres. Elles appellent, comme je pense à Vladimir Soloviev, il appelle à plusieurs reprises à la décapitation et répète que ce n'est pas une opération militaire spéciale, c'est une guerre totale. Ils essayent de nous tuer, et nous devrions les achever sans aucune pitié. Donc pour parler de l'extrême droite en Russie, elle est divisée en plusieurs courants différents, dont l'un est actuellement réprimé. Ceux qui utilisent le soutien bénévole à l'armée comme base pour attaquer l'armée officielle, de la même manière que Prigojine l'a fait d'ailleurs. Et puis il y a les autres qui soutiennent M. Poutine et son entourage, bien qu'ils soient très critiques à l'égard de ce qu'ils font concrètement, car cela ne donne pas les résultats que tout le monde attend. Mais pour revenir à votre remarque sur les libéraux dans la société formaient une petite couche, mais les libéraux au sein du gouvernement, les survivances des années Eltsine, étaient très importants. Et même juste à côté du gouvernement, comme Hermann Greff, qui a été écarté du gouvernement parce qu'il est peut-être trop libéral et nommé à la tête de la Sberbank. Et M. Greff, je dirais, est maintenant dans l'ombre, tombé en disgrâce. Sa Sberbank a été complètement dépassée. Par quoi? Par la VTB Bank, dirigée par Andrei Kostin, un grand partisan de M. Poutine, non seulement en théorie, mais en pratique, en dirigeant les affaires et en les faisant fonctionner. Comme toute l'industrie navale désormais, qu'il contrôle quand il lui reste du temps libre après son travail à la banque, ou peut-être est-ce l'inverse. Il s'occupe de la banque avec le temps qu'il lui reste, après avoir dirigé l'industrie navale. Ces libéraux, qui d'autres? Nabiulina, la directrice de la Banque centrale. C'est une libérale éminente qui se fait réprimander chaque jour à la télévision d'État par des gens comme Solovyov. Et pas seulement par un commentateur, mais par le vice-président de la Douma, Babakov, qui profite de chacune de ses apparitions dans l'émission de Solovyov pour expliquer comment elle détruit l'économie russe et sabote l'effort de guerre. Et la voilà, soutenue par qui? Par le patron, le ministre des Finances. Lui aussi est un libéral. Et je parle de libéraux déclarés, pas de libéraux cachés. Les libéraux ont subi de lourdes défaites. Beaucoup d'entre eux sont partis à l'étranger juste avant d'être arrêtés, comme M. Trubis. Mais en ce qui concerne leur influence sur la politique gouvernementale et leur capacité à tirer dans la direction opposée à celle des faucons, ils sont toujours là. Eh bien, un grand changement, cependant, des deux côtés dans cette guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie, réside dans la manière dont chaque camp parle de l'autre. Il y a quelques années, il aurait été impensable d'entendre des dirigeants d'État d'Allemagne, de France ou de Grande-Bretagne évoquer des frappes à longue portée en Russie ou la nécessité de vaincre stratégiquement la Russie, ce genre de rhétorique guerrière.
Mais on a l'impression, ou plutôt, on peut aussi le constater à Moscou, que le ressentiment s'accumule désormais à un degré massif. La frustration et la colère envers les Européens sont réelles. Je pense que l'un des accomplissements de Trump est qu'une grande partie de la colère, auparavant davantage dirigée contre les Américains, se concentre désormais sur les Européens. Et certains Européens, comme les Allemands, semblent plus visés que d'autres. Encore une fois, on entend maintenant davantage parler de la nécessité d'attaquer ou de riposter également contre les Européens. Alors, voyez-vous cette rhétorique gagner du terrain? L'idée, par exemple, que les centres logistiques ou les installations militaires allemandes doivent être détruits. Les Russes font de leur mieux pour maintenir Trump et les Européens séparés. Et c'est en partie, sûrement la principale raison, pourquoi M. Poutine a supporté les absurdités de Trump et l'a encensé chaque fois qu'il en a eu l'occasion, ce qui en soi paraît étrange. Mais la logique ultime est de garder Trump de leur côté, de s'assurer qu'il ne soutiendra pas les Européens dans une provocation risquée qui pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale. Alors, cette vision est-elle partagée par le public? Je pense que si vous interrogez les Russes, ils détestent l'Angleterre, par exemple. Je pense que l'Angleterre a dépassé, a distancé l'Allemagne comme premier pays qu'ils aimeraient raser s'ils utilisaient un jour le Poséidon contre un ennemi. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, 5 Poséidons et l'Angleterre seraient effacés de la carte du monde. Cela n'arrivera pas, mais c'est une idée qui plaît aux Russes d'y penser. L'idée que le déploiement de ces nouveaux systèmes d'armes, comme cela s'est produit au cours des 2 dernières semaines, rappelle à l'Occident la supériorité de la Russie en matière d'armes stratégiques. Je ne pense pas que cela rétablisse la dissuasion russe. Pas du tout. Tout d'abord, cela nous amène à la question de la valeur des armes nucléaires en général. Il a toujours été admis que les armes nucléaires constituent un dernier recours et qu'elles ne sont pas utilisées à des fins de dissuasion, sauf contre des pays misérables qui ressemblent à peine à une armée. Mais entre pairs, cela ne peut pas affecter la dissuasion, car personne ne les utiliserait. Les Russes ont peut-être récemment frôlé une capacité de première frappe. Les Américains ont peut-être frôlé la capacité de première frappe avant que les Russes n'aient leur nouveau système d'armes prêt à l'emploi. Mais aucune des deux parties ne va réellement risquer une guerre nucléaire en espérant que sa première frappe soit totalement efficace. Partiellement efficace ne suffit pas. Par conséquent, ce que l'on a, ce sont des armes conventionnelles. C'est cela que je trouve déroutant et incompréhensible. Pourquoi les nouvelles armes conventionnelles de la Russie, ces missiles hypersoniques et l'Arechnik en particulier, ne sont-elles pas utilisées dès maintenant pour décapiter le régime de Kiev, ou du moins pour s'assurer qu'il n'y ait plus de tourisme diplomatique de la part de chaque Premier ministre danois ou ministre allemand de la Défense toutes les 2 semaines, venant remonter le moral de Zelensky et entretenir son enthousiasme. C'est une situation totalement inexplicable. Oui, eh bien, ma dernière question est la suivante. Chaque fois que nous parlons des divisions et des problèmes internes d'autres pays, il faut toujours garder à l'esprit que cela sert aussi à des fins de propagande. Je ne sais pas si vous avez vu cette dernière histoire dans les médias. Je trouve ça un peu suspect, non? À peu près au moment où Pokrovski est en train de se retirer. L'idée que Lavrov et Poutine seraient maintenant profondément divisés, encore une fois, c'est possible. J'ai tendance à être très critique, car ces récits reposent souvent sur des rumeurs. Ils apparaissent toujours à des moments très étranges, et ils n'ont pas toujours beaucoup de sens non plus. Je me demandais simplement, encore une fois, cela pourrait être vrai.
donc je ne vais pas l'écarter complètement. Mais que pensez-vous de ces informations qui circulent actuellement dans les médias occidentaux, selon lesquelles il y aurait une rupture entre Poutine et Lavrov? Je n'y crois pas. Écoutez, la raison pour laquelle ils ont soulevé cette question, c'est que beaucoup de gens en Occident pensent que M. Lavrov est une figure importante, qu'il influence la politique, en fait qu'il fait la politique. Eh bien, dans une certaine mesure, sous le président faible Medvedev, Lavrov est intervenu et d'une certaine manière a façonné la politique lorsqu'il a révisé et rendu plus cohérente la version très juvénile de l'architecture de sécurité européenne que Medvedev avait présentée comme sa principale initiative. À ce moment précis, avec un président très faible, Lavrov a joué un rôle qui ressemblait à une fonction politique. Mais, de manière générale, sous un président fort comme Poutine, Lavrov n'a été qu'un exécutant. Il n'a jamais été une force indépendante. Et l'idée qu'il puisse être en désaccord avec le président, eh bien, il devrait simplement démissionner, car il n'est rien sans être l'exécutant de son supérieur. Le fait supplémentaire auquel beaucoup de gens ne pensent pas est le suivant. Qui supervise-t-il? Le ministère des Affaires étrangères est composé, désolé de le dire, de libéraux, de personnes pro-européennes. Des gens très déçus qu'il y ait une guerre et qu'ils doivent se battre bec et ongle pour obtenir des affectations en Europe occidentale et être acceptés par ces pays. Donc l'idée que le ministère des Affaires étrangères et son chef puissent être en désaccord avec le président et que cela ait une quelconque valeur politique, je la rejette d'emblée. Il y a cependant une contradiction intéressante en Russie. D'un côté, on observe une véritable montée d'une nouvelle confiance qui n'existait pas auparavant. En partie, c'est économique. Ils ont réussi à se maintenir et à croître, faisant mieux que d'autres économies européennes malgré toutes les sanctions et malgré que l'OTAN ait tout misé dans la guerre. Ils sont également accueillis dans le monde entier comme une grande puissance, malgré les efforts occidentaux pour les isoler. On ne peut donc pas nier qu'il s'agit d'une nouvelle confiance massive qui a émergé. D'un autre côté, on constate une approche très prudente, presque trop prudente, dans la manière dont ils interagissent avec les pays de l'OTAN. Bien sûr, il pourrait y avoir beaucoup de réflexions stratégiques sous la surface qui expliqueraient cela, mais dont je ne serais pas au courant. Avez-vous des réflexions finales avant que nous concluions? Peut-être que le but de ce voyage était simplement d'observer ce qui m'entourait. Et ce que j'ai vu suffisait à justifier mon affirmation, selon laquelle ce qui est présenté au grand public dans ces émissions d'interview est souvent trompeur et revendique une exactitude qui n'est pas fondée. Non pas parce que je détiens une plus grande précision, mais parce que je peux dire que ce que j'ai vu contredit complètement, enfin, contredit de bien des façons, directeur du monde. C'est bien plus complexe, bien moins figé. Et que mes pairs se laissent souvent séduire par leurs hôtes, lors de visites à Moscou de très haut niveau, très attrayantes, parrainées par Russia Today, le ministère des Affaires étrangères, ou par des oligarques de premier plan dans le cercle immédiat, comme M. Malafeev. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils deviennent, bon gré mal gré, des diffuseurs de la ligne officielle russe. Ils prennent cela pour l'ensemble de la Russie. La Russie, c'est 150 millions de personnes, une société très complexe. Je ne prétends pas en avoir une compréhension totale, ce serait totalement insensé. Mais je constate que d'autres, qui se comportent comme s'ils la comprenaient entièrement, le font de manière injustifiée. Il y a beaucoup de travail que vous et vos invités accomplissez et devez accomplir pour sensibiliser le public à la complexité des défis auxquels nous sommes confrontés.
the public aware of the complexity of the challenges we face. Oui, je pense qu'il serait naïf de ne pas reconnaître que cette guerre aura également un impact sur la société russe. Nous avons tendance à tout mesurer en termes militaires ou économiques, mais l'aspect social est tout aussi important à surveiller. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et j'espère vous revoir bientôt. Oui, c'est très gentil de votre part.